Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre JTM. Nous reviendrons ce mercredi sur l'affaire Zaïdani. Pour rappel, le conseiller départemental de Pamandzi est mis en examen pour détournement de fonds publics. Après le contrôle judiciaire d'Ibrahim Bouanaïri, il s'agit d'un nouveau coup dur pour le MDM à 5 mois des élections législatives, le parti qui confirme de nouveau maintenir leur soutien à leur candidat. Et puis l'invité de la rédaction ce soir, c'est Hélène Lousteau de l'Association des naturalistes. Nous parlerons de la prochaine opération de nettoyage des mangroves organisée ce samedi à Mangajou. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Après l'annonce de la mise en examen de l'ancien président du Conseil général Daniel Zaïdani, les réactions ne cessent de se multiplier à Mayotte. Ce dernier crie néanmoins au complot et semble soutenu par son parti dans cette théorie. Quoi qu'il en soit, lundi, le MDM doit se réunir pour envisager la suite en vue des échéances électorales. Explication. L'assainissement représente un défi immense pour l'île aux lagons. En effet, Mayotte manque cruellement de structures dans ce domaine et à ce titre, ce jour avait lieu la pose de la première pierre de la future station d'épuration du centre-ouest. Un moment important pour le développement de l'île et l'amélioration des conditions de vie de la population. Le point au cours de votre journal. Jamais un club de l'océan Indien n'a franchi le cap des 16e de finale de la Coupe de France de basket. Le PCM qui va représenter la région suite à sa victoire contre l'équipe réunionnaise en décembre dernier peut ainsi entrer dans l'histoire. Ambiance et réaction avant le départ pour la métropole en toute fin de cette édition. On commence tout d'abord par cette nouvelle affaire politico-judiciaire. L'annonce du placement sous contrôle judiciaire de Daniel Zaïdani, elle a beaucoup fait réagir au sein du département ce mardi. Pour l'ancien président du Conseil général et actuel conseiller départemental de Pamandzi, il s'agit d'une seconde mise en examen après celle de 2013. Le candidat aux législatives a depuis réagi, affirmant être à la disposition de la justice. Une situation cependant de plus en plus délicate à gérer pour le MDM après la mise en examen d'Ibrahim Bouanaïri, autre candidat. Le parti serre de nouveau les rangs et se rassemble ce lundi pour une réunion sous haute tension. Le point avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Après Ibrahim Bouanaïri, c'est au tour de Daniel Zaïdani d'être rattrapé par la patrouille. Mis en examen suite à des soupçons datant de l'époque où il était président du Conseil général, le candidat aux législatives a affirmé hier être serein et à la disposition de la justice. Les enquêteurs se penchent néanmoins sur des attributions de marché douteuses, ayant notamment permis la construction d'une mosquée à Madagascar. Pour l'ancien président du Conseil général Ahmed Atoumani Douchina, ces rapports d'attribution de subventions sont forcément passés entre les mains de Daniel Zaïdani. À cette réunion, c'est là où on sélectionne et on confirme les rapports qui vont passer. Et là, il y a le président, la réunion majorité? Le président, il est là, il préside cette réunion-là. Il y a les services et les membres de la majorité où on pose des questions encore. Les autres membres de la majorité posent des questions et puis on se met d'accord. OK, on retient ces dossiers-là qui vont être présentés. C'est là que le président signe les rapports. Parce qu'avant, il ne les a pas signés. Donc, on peut vraiment être induit en erreur. Hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc, trahi. Ça arrive aussi qu'on soit trahi par par son... Je ne majorité. voudrais pas que ça soit pris contre l'administration, mais ça peut arriver que les gens qui instruisent le dossier, qui ne sont pas bêtes, vous présentent quelque chose qui vous semble vraiment, qui vous séduise, alors que derrière, il peut y avoir une peau de banane. Hier, dans son communiqué envoyé aux médias, Daniel Zaïdani affirmait avoir compris que 2 anciens élus, dont un candidat aux élections législatives, ont remis en question son honneur et sa morale dans la gestion de dossiers de subventions à destination d'associations. Une théorie du complot politique que soutient le tout nouveau secrétaire général du MDM. Alors, on a l'impression que c'est un coup monté de tout là-haut, bien sûr, de la part des autorités parisiennes, dans la mesure où, comme par hasard, ce sont les 2 candidats du MDM qui sont concernés. Comme par hasard, les affaires sortent juste après la déclaration de leur candidature. Tout porte à croire que c'est quelque chose qui a été commandité de la part de nos adversaires. Ce qui est clair aujourd'hui,
c'est que le parti a toutes ses chances de remporter ces élections législatives qui arrivent et certainement nos candidats font peur aux adversaires. Une chose est sûre, complot ou non, l'affaire fait tâche et pose question quant aux chances de victoire des deux candidats lors des prochaines élections législatives. Même si pour Hassani Sindou, la victoire finale ne semble faire aucun doute. Ne vous inquiétez pas, les candidats sont innocents ou que le juge nous laisse, bien sûr, nous prouve le contraire. À partir de là, on prendra les décisions qui s'imposeront. Cependant, on soutient nos candidats à 100% jusqu'au bout de la procédure que nous avons engagée, c'est-à-dire la victoire finale aux législatives prochaines. Malgré l'optimisme affiché, lundi, une réunion de crise va se tenir au sein du parti. Le cas du désormais ex-secrétaire général Midladjim Némois sera à l'ordre du jour, même si ce sont bien sûr ces deux affaires qui seront au cœur des débats. Des décisions de la plus haute importance vont donc devoir être prises en vue des échéances électorales à venir. La police au plus bas auprès de l'opinion publique. Depuis l'affaire du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois, jamais la population n'est apparue aussi divisée quant au travail des forces de l'ordre. L'occasion de revenir sur les polémiques qui alimentent actuellement l'actualité nationale avec le délégué de l'unité CGP Police à Mayotte. Pour Fadul Abdou, si les bavures policières existent sur le territoire, les policiers sont quotidiennement pris violemment à partie. En effet, le sentiment d'impunité de certains délinquants couplé au non-respect de l'uniforme et au manque d'effectifs ne simplifie pas la tâche des policiers. Écoutons ces propos recueillis lors de la matinale de Kwezi. Il est inconcevable, et il est inacceptable qu'un fonctionnaire de police, un représentant des forces de l'ordre, soit pris à partie parce qu'il fait son travail, qui est la protection, je reviens là-dessus, c'est la protection de la population mahoraise. On fait ce travail avec beaucoup de difficultés, et derrière ça, on a des gens qui sont là, qui nous défient. On sait qu'aujourd'hui, il en manque une centaines de fonctionnaires pour pouvoir pallier tous ces problèmes sur l'île de Mayotte, toutes ces violences. Et donc, et il est vrai que on le rencontre. Moi, je suis sur la voie publique. On le rencontre qu'on a un manque d'effectifs énorme. Maintenant, bon, vous savez, nous, on va pas dire bon, on va pas aller effectuer nos missions parce que bon, on n'a pas assez d'effectifs. On y va, même si c'est avec beaucoup de difficultés, mais on y va quand même parce qu'il y a une population qui est là, qui compte sur nous pour leur protection. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Rédacteur en chef du JTM de KTV. Alors Pierre, la police est au plus bas au niveau de l'Hexagone. Est-ce le cas également à Mayotte ? Alors la police divise effectivement aujourd'hui, en tout cas c'est toujours pareil. Effectivement, tous les policiers ne sont pas des personnes qui maltraitent la population, loin de là. Leur travail premier, il l'a expliqué, c'est effectivement de défendre, de protéger. Maintenant, les dérives, elles existent, elles sont réelles, et je pense qu'il faut pas les nier. C'est aussi ça qui est grave, parce qu'on a toujours l'impression que dans ces cas-là, il y a une protection et on nie les faits. Et c'est ça qui fait que derrière, ça dégénère. Maintenant, à Mayotte, c'est encore tout autre chose, puisque à Mayotte, il y a vraiment un manque de respect de l'uniforme. Lorsque l'on voit, j'ai pu moi-même m'en rendre compte en allant dans les missions du GSP, du groupe de sécurité et de proximité, j'ai pu voir effectivement qu'il n'y avait absolument aucun respect de l'uniforme. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit des policiers, mais on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente. Ça représente l'ordre. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment un cas à part. Et effectivement, ils doivent faire face quotidiennement à des agressions, voilà, des prises à partie, on les caillasse, on n'hésite même pas, comme j'ai pu le voir, à s'en prendre à eux physiquement, à leur intégrité physique. Donc c'est encore un cas particulier. Alors à Mayotte aussi, on a déjà entendu des cas de dérives policières, mais il n'empêche qu'effectivement ils sont là pour protéger, c'est leur travail premier. Et à Mayotte, du fait du manque d'effectifs, on y revient encore et toujours, mais ils le disent eux-mêmes, et notamment les syndicats l'expliquent, nous sommes en manque d'effectifs. Si nous avions 100 personnes de plus, 100 fonctionnaires de police de plus, nous réussirions en quelques temps, en quelques mois, à résoudre le problème de la délinquance sur le territoire. En attendant, justement, ce problème continue à augmenter dans notre territoire. Comment le résoudre ? Oui, alors comment le résoudre ? En tout cas, sûrement pas comme par le biais de communiqués comme on l'a reçu. Je tenais vraiment à parler de ce communiqué parce que personnellement, il m'a
vraiment beaucoup choqués. On a reçu un communiqué qu'on a diffusé, bien entendu, appelant à la vigilance dans plusieurs cas, notamment dans le cas où nous aurions la maladresse de sortir notre téléphone portable dans les rues. Voilà, alors effectivement, la préfecture et la police appellent à ne pas sortir le téléphone portable dans la rue, ne pas envoyer de messages, ne pas répondre aux appels et ne pas consulter ses mails, par exemple. Également, ne pas acheter de portable de valeur à ses enfants pour ne pas attiser la convoitise. Alors là, effectivement, c'est des propos qui ont été tenus par le commissaire de police lors de la réunion délinquance, où il a expliqué, j'ai un peu du mal à comprendre, qu'à Mayotte, il y ait effectivement des personnes qui sortent leur beau téléphone comme ça dans la rue. C'est un discours qui est absolument insupportable à entendre, parce que c'est quand même un aveu d'impuissance terrible. C'est une fonction régalienne quand même d'assurer la sécurité, la libre circulation des citoyens. Et là, on nous explique qu'on n'en est pas capable, donc c'est à vous quand même de prendre vos dispositions. Alors effectivement, il s'est expliqué par le policier ce matin, le délégué syndical ce matin, il expliquait effectivement, ce sont des appels à la vigilance qui existent un peu partout sur tous les territoires. Maintenant, dans ces proportions-là, où va-t-on déjà que nous vivons derrière des barreaux? Si en plus nous ne pouvons plus sortir notre téléphone portable dans la rue, ça va devenir quand même très très compliqué. Donc voilà, ça ne sera pas en tout cas par ce moyen-là. Le moyen il est simple, c'est que justement il faut mettre de l'argent sur la table, il faut faire venir d'autres fonctionnaires, et là peut-être qu'on pourra résoudre le problème. Mais expliquer à la population que c'est à elle, parce que finalement c'est un peu lui dire, finalement vous êtes un peu coupable, quoi, vous n'avez qu'à pas sortir votre téléphone. C'est absolument insupportable et indigne surtout, indigne de représentants de l'État, de hauts fonctionnaires. Donc voilà, je pense qu'il fallait le dire, c'est important. Certains n'ont peut-être pas été choqués, mais en tout cas, moi je l'ai été, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ensuite, pour le reste, voilà, effectivement, c'est un problème qui ne se résoudra pas du jour au lendemain, mais pour le résoudre, il faudra que l'État mette les moyens. Une liberté d'expression, que l'on respectera. Merci Pierre Bellucci. À Mayotte, l'assainissement représente un défi de premier ordre, faute de structures suffisantes. L'île est sujette à une pollution permanente. Afin de changer les choses, les pouvoirs publics se sont lancés dans l'immense chantier par le biais de construction de STEP, une station d'épuration des eaux usées. Si celle de Bandrélé vient de voir le jour cet après-midi, Ouangani a fait l'objet de la pose d'une nouvelle pierre, un moment important et fruit d'une mutualisation des moyens entre les communes du centre, Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Président du SIAM, président du conseil départemental, maire des communes du centre, tous étaient présents cet après-midi pour la pose de la première pierre de la STEP du centre-ouest. Un moment important pour Moussa Mohammadi Bavi, qui a fait de l'assainissement une priorité absolue. Oui, ce n'est pas ma victoire, c'est la victoire de tout le monde. C'est la victoire d'abord de mes partenaires qui est l'État, qui est le conseil départemental, qui est l'implication de l'ensemble de parlementaires, parce que c'est un projet qui a été très compliqué à réaliser. Et j'ai été aidé, je remercie les gens qui m'ont aidé. Je pense que c'est un grand moment, un moment de plaisir de commencer ce step aujourd'hui qui va aider la population de la commune de Ouangani, la commune de Chikoni et la commune de Sada pour répondre à leurs besoins et respecter l'environnement. C'est un combat qui continue et ça va continuer. Prochainement, on va entamer la steppe de Mamoudzou Sud et de Tsingoni pour les années à venir. Voilà un travail qui continue. Le discours est le même du côté de la maire de Sada, en Chiabamana, qui associe clairement développement et assainissement. C'est une infrastructure incontournable dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations des 3 communes. Je vous assure que sans assainissement, il n'y a pas de développement d'un pays. C'est bien pour ça que personnellement, au nom de la municipalité de Sada, j'ai tenu à être là parce que c'est un projet incontournable pour le développement de notre commune, de nos 3 communes, mais aussi de toute Mayotte, parce que sans assainissement, il n'y a pas de développement. En marge de son rôle indispensable pour le mieux vivre de la population, cette STEP s'ancre également dans le paysage environnemental et culturel de l'île. On va mettre à l'intérieur de la STEP l'usine sucrière qui était là et on va donner la STEP le nom de l'usine qui existait là parce que c'est la culture, c'est notre histoire, c'est notre passé et tout ça, on va même prendre l'ensemble des cailloux qui étaient là pour le mettre à côté pour qu'on garde et que nos enfants s'en souviennent de l'histoire.
Autre point positif à relever, à l'heure où certaines intercommunalités, à l'instar de celle du Nord, n'arrivent pas à être créées, la mutualisation des moyens dans le centre aura été à l'origine de l'aboutissement de ce projet. La démarche de l'intercommunalité et de la mutualisation des moyens, donc c'est le cas ici avec l'association des 3 communes, est nécessaire dans un monde où il y a de moins en moins de ressources financières. C'est vraiment incontournable qu'on puisse effectivement associer nos moyens pour réaliser des infrastructures d'envergure comme celle-ci. Je pense que les communes du centre se sont bien compris parce qu'il y avait déjà l'implication de 3 maires. Madame le maire de Sada, le maire de Chikoni, le maire de Ouangani, ils ont compris qu'il faut mutualiser leurs moyens et par rapport à leurs forces, nous voilà aujourd'hui, ce n'est qu'un plaisir et un moment inoubliable. Un moment inoubliable et ô combien important pour la population du centre. Place à l'invité de la rédaction. Ce soir, je reçois Hélène Lousteau de l'Association des naturalistes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous organisez ce samedi une grande opération, celle du nettoyage de la mangrove avec l'association de Mangajou d'action socio-éducative. Pour quel objectif ? Oui, alors c'est ça, tout à fait. Ce samedi, on organise les naturalistes avec Amaz, un nettoyage de la mangrove de Mangajou et Chikoni. Donc ça sera toute la matinée à partir de 8h. Donc l'objectif, il est simple, hein, c'est tenter de nettoyer la mangrove et de sensibiliser le plus de personnes possible justement au fait qu'il y a trop de déchets aujourd'hui dans la mangrove et de continuer à expliquer pourquoi c'est important de préserver cet écosystème. Alors du coup, cette opération elle vient à la suite de la Journée mondiale des zones humides qu'on a organisée le 4 février dernier. Voilà, tout à fait, avec Mayotte Nature Environnement, où là, il y a 200 personnes qui sont venues visiter les mangroves un peu partout sur l'île de Mayotte et qui ont compris le fonctionnement de l'écosystème, toute l'importance des mangroves en fait aujourd'hui, les menaces aussi qui pèsent sur ces mangroves. Et du coup, donc, on a organisé cette opération de nettoyage dans la continuité de la Journée mondiale des zones humides. Et cette action-là, on espère qu'elle aura une ampleur, et c'est même sûr au vu de tous les partenaires qui sont mobilisés, puisque là on est très satisfait. On a réussi à impliquer notamment les municipalités qu'on vient de voir dans le reportage, de Sada, de Chikoni, et peut-être de Ouangani pour travailler justement sur des solutions plus long terme pour qu'il y ait moins de déchets dans le futur. Donc ça peut passer par l'installation de poubelles ou de filtres dans les rivières par exemple pour empêcher que tous les déchets lorsqu'il pleut s'écoulent et puis partent dans la mangrove et le lagon. Expliquez-nous justement pourquoi il est important de protéger la mangrove. Alors pourquoi il est important de protéger la mangrove ? On l'a dit pas mal ce mois-ci, on le répète, la mangrove c'est un écosystème qui est nécessaire, indispensable et riche. C'est un écosystème qui rend à l'homme des services gratuits, notamment en termes de protection côtière. Lorsqu'il y a de la houle ou un risque cyclonique, ça va permettre de faire une barrière ou de protéger, par exemple, de faire un abri pour les bateaux. À l'inverse, ça protège le lagon de l'érosion des sols lorsqu'il pleut, donc ça permet de faire un filtre et de garder la terre. Et puis on sait que c'est un énorme réservoir de biodiversité avec des oiseaux, notamment le crabier blanc qui est en danger d'extinction, qui niche dans ces mangroves-là. Il y a aussi les poissons des récifs coralliens, il y a des crabes qui viennent, toutes ces, qui viennent se reproduire, qui viennent se nourrir et se protéger dans cet écosystème. Donc d'où toute l'importance de le protéger. Alors, vous avez la dernière opération justement de nettoyage de mangrove s'était déroulée à Mtsapéré l'année dernière. Vous avez réussi à réunir 100 personnes. Vous avez parlé également de cette journée mondiale des zones humides où vous avez pu réunir 200 participants. Vous espérez réunir combien cette fois-ci ? Alors là, on espère aussi dépasser les 100 participants avec les municipalités mobilisées, toutes les associations, les professionnels du secteur des déchets. On a également mobilisé les scolaires avec le lycée de Coconi, le lycée de Sada, le collège de Chikoni qui vont amener des scolaires lors de cette opération-là. Et puis on appelle évidemment toutes les personnes qui sont désireuses d'agir concrètement pour préserver l'environnement de Mayotte à venir ce samedi à 8h
nous donner un petit coup de main. Donc on espère dépasser encore les 100 personnes. Vous, de votre côté, de quel œil analysez-vous le comportement des Mahorais avec leur environnement ? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent et qui est un petit peu délicate à répondre. Effectivement, aujourd'hui, on observe qu'il manque encore une certaine prise de conscience par rapport à la richesse du patrimoine naturel de Mayotte. Alors effectivement, peut-être que Mayotte a d'autres soucis et d'autres enjeux qui peuvent passer de façon plus prioritaire. On en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est par exemple de sécurité sociale, etc. Voilà, l'environnement pourtant c'est un sujet qui est vraiment primordial. Mayotte a une richesse extraordinaire et c'est vraiment important que tout le monde, les Mahorais et puis toute la population de l'île puisse s'en rendre compte et de l'importance de la protéger. La sensibilisation doit être justement permanente, continue ? Permanente, alors nous c'est ce qu'on fait avec les naturalistes tout le temps. On a peut-être un peu l'impression de rabâcher, mais il faut continuer à faire des événements, des animations, sensibiliser les jeunes, puis toutes les personnes, alors sur toutes les thématiques, hein. Là c'est les déchets, la mangrove, mais il y a aussi les thématiques de l'énergie, de l'eau, et puis bien d'autres. Donc voilà, on continue à sensibiliser par tous les moyens qu'on a. Merci beaucoup Hélène Lousteau d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci d'être avec nous, à suivre en fin de journal du sport avec l'équipe de Mtsapéré qui tentera l'exploit pour entrer dans l'histoire. Les Diables Rouges affronteront en 16e de finale de la Coupe de France de basket l'équipe de Berck-Rang-du-Fliers. Nous sommes partis à leur rencontre juste avant leur départ pour la métropole ce mercredi. Mais avant, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce mercredi. En bref, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Via un communiqué, Erika Bareitz, la ministre des Outre-mer, s'est réjouie de l'adoption à l'unanimité de la loi Égalité réelle Outre-mer. Selon elle, je cite, « Cette loi traduit un véritable changement de vision des Outre-mer. Pour la première fois, la diversité des territoires ultramarins est reconnue par les politiques publiques. Chaque territoire aura ainsi la liberté, en lien avec l'État, de choisir son modèle de développement social, économique et culturel en valorisant ses atouts, son identité et ses spécificités. La coopération régionale et l'intégration des territoires dans leur environnement sont également renforcées. Une attention particulière a été apportée à Mayotte avec des mesures ambitieuses pour combler les écarts criants qui existent avec l'Hexagone ou les autres départements d'outre-mer, dont les écarts avec l'Hexagone sont les plus criants. Place maintenant à l'entrée en application de toutes ces mesures, prévues dans les prochains mois. Comme c'est désormais de coutume depuis maintenant 17 semaines, aujourd'hui une nouvelle réunion du comité de la ressource en eau s'est tenue. Tanker utilisation des 500 000 € destinés à financer la fourniture de bouteilles d'eau et de citernes pour les écoles. Prochaine mesure à mettre en place à court et moyen terme. L'ordre du jour était une nouvelle fois chargé. En effet, il y a peu de chances pour que les retenues collinaires retrouvent leur niveau maximal avant la fin du mois de mai, car si la saison des pluies est attendue pour le début du mois de mars, l'île est encore loin de voir le bout du tunnel. Néanmoins, une bonne nouvelle vient de tomber, puisque le directeur de Météo France Mayotte, Bertrand Laviec, prévoit en début de semaine prochaine un épisode pluvieux assez fort, susceptible d'apporter 200 mm d'eau. Ces pluies devraient annoncer l'arrivée imminente d'une saison en retard de 4 mois. Jacques Martial Henry, le chargé de mission de Mayotte Channel Gateway, a déposé plainte contre l'association Télé Mafumbouni. En effet, le candidat aux législatives n'a pas du tout apprécié un sketch avec un chien appelé Jackie, qui apparaissait particulièrement asservi par sa maîtresse. Cette mise en scène d'Idanel et de lui-même en animal n'aura pas eu le don de le faire rire. Le candidat aux législatives a donc saisi la justice et réclame 14 000 € pour le préjudice. L'audience du tribunal correctionnel se tiendra le 22 février prochain et face au risque de condamnation, la solidarité se met en place. En effet, en cas de condamnation, Télé Mafumbouni risque fort de ne pas s'en relever. Ainsi, à l'initiative de plusieurs personnes, un t-shirt a été créé dans le but de récolter des fonds dans les semaines à venir. C'est dire si cette affaire est loin d'avoir fini de faire parler d'elle. En bref, toujours, les missions de la mission locale ne seront pas assurées ce jeudi. Suite à l'agression d'une employée de la structure, les salariés ont décidé d'utiliser leur droit de grève, leur droit de retrait pour la journée de demain.
Depuis 2 ans, les agents de la mission locale doivent faire face à une multiplication des actes d'incivilité durant leurs fonctions. Autre appel à la grève ce jeudi, c'est celle du SNES FSU au personnel du lycée du Nord. Le syndicat demande une amélioration des conditions d'accueil dans l'établissement dans le cadre du bac blanc. Sur les tables de revendication notamment, une table pour chaque élève et 2 surveillants par salle pour assurer les prochaines épreuves. L'épreuve du bac blanc d'anglais sera pour autant bien maintenue ce jeudi au lycée du Nord. Au chapitre sportif maintenant, le basket club de Mtsapere tentera ce week-end d'écrire une nouvelle page de l'histoire du sport mahorais. Après leur succès face aux Réunionnais, les Diables Rouges affronteront ce samedi en 16e de finale de la Coupe de France l'équipe de Berck Rank du Fuller. Face à une équipe supérieure sur le papier, les Mtsaperois devront de nouveau hausser leur niveau pour créer l'exploit. Ce mercredi, la délégation mtsaperoise décollait pour l'Hexagone. Nous avons pu mesurer le pouls de l'équipe juste avant leur traversée pour la Petite Terre. Dina Henriandaka, Leslie Vimenet. Ambiance détendue pour les joueurs de BCM avant le grand départ ce mercredi pour la métropole. Les Diables Rouges affronteront en 16e de finale de la Coupe de France l'équipe de Berck dans le Nord-Pas-de-Calais. À 72 heures de la rencontre, les Mtsaperois abordent cet événement en toute confiance. On s'est bien entraîné, physiquement on est prêt. Donc voilà, après on verra les conditions sur place, mais les joueurs ils sont prêts, on s'est bien entraîné cette semaine. Le mental y est, donc je pense que logiquement tout va se passer comme on veut, quoi. Un état d'esprit confirmé et apprécié par son président. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, ils ont bien travaillé les jours qui ont précédé ce départ. Et puis comme j'ai dit, on part au complet, il n'y a aucun joueur qui nous manque, donc il n'y aura pas d'excuse pour dire qu'il manquait tel joueur. Donc on part au complet, on s'est bien préparé, donc on espère que ça va payer. Après avoir vaincu haut la main l'équipe réunionnaise de Saint-Paul au tour précédent, le défi est énorme pour les Mtsaperois, battre une équipe de niveau national 2 et ainsi devenir la première équipe de l'océan Indien à dépasser ce tour de la compétition. On aura quand même une grosse communauté mahoraise sur place, donc on aura quand même notre 6e membre aussi. On va essayer de jouer jusqu'à la fin de la rencontre. Et pour cela, l'équipe mtsaperoise pourra compter sur la mobilisation de la communauté mahoraise, très présente en Hexagone. On sait que ça va être dur, c'est une équipe qui est une division au-dessus de nous. C'est une étape qu'aucun club d'outre-mer n'a passé depuis là, donc, mais on n'y va pas en victime, on n'y va pas en se disant que le match est perdu d'avance, on y va pour jouer, donner le maximum, avec l'espoir qu'on puisse passer un tour. En cas de succès, le BCM affrontera en 8e de finale le vainqueur de la rencontre opposant le FC Mulhouse Basket à l'AS Saint-Maurice dimanche prochain. Rencontre à suivre à 19h30 et on sera bien évidemment derrière nos champions. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce mercredi. Ahmed Atoumani Douchna et Fadul Abdou étaient les invités de la matinale. Demain 16h, pour l'information, retrouvez Pierre Bellucci pour le journal radio, suivi de la matinale. Mansour Kamardine et M. Mirimwema répondront aux questions du trio du matin. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Bonne soirée à tous sur KTV.